Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous voir en vrai. Enfin, en ce qui me concerne, c'est la première fois depuis très longtemps que je vois un vrai public. Et c'est vraiment très agréable. Et on est très heureux ce soir de recevoir Yves Pagès à l'occasion de la parution de Il était une fois sur 100, paru aux éditions de la Découverte dans l'excellente collection Zone. Alors je rappelle, Yves, que vous êtes l'auteur de plusieurs fictions comme Petite nature morte au travail, L'homme hérissé qui est récemment reparu chez Libertalia, Le soi-disant, Souviens-moi ou Encore heureux. Et puis vous avez également publié un livre de photos intitulé Photomanie et Au bec en l'air, voilà, excellente maison. Et avec Philippe Bretel, un livre autour de votre passion pour les graffitis urbains intitulé Tiens, ils ont repeint. Alors, avec ce nouveau livre, Il était une fois sur 100, on vous découvre collectionneur de pourcentages et de statistiques. C'était une carte qu'on ne connaissait pas. Pourcentages et statistiques consignés dans des carnets depuis des années, sans savoir vraiment quelle serait la destination de cette étrange collection. Et à partir de ce matériau qu'on devine absolument énorme, vous avez élaboré un petit traité en forme de fragments, de rêveries qui parle de la vision comptable du monde. Et ce faisant, vous trouvez des lignes de fuite pour échapper à cette dictature des nombres en vous plaçant, alors ça c'est pas la première fois, on vous reconnaît bien, mais en vous plaçant du côté de ce que vous appelez les cas d'espèces ultra minoritaires, du côté de ceux qui passent entre les mailles du filet statistique et qui font dérailler le système. Comment ça a commencé cette étrange collection de nombres? Je pense que ça a commencé, je vais faire un aveu oedipien, ça a commencé du fait que je suis né dans une famille de scientifiques. Mon père était psychosociologue mais expérimentaliste. Donc il pensait que si 93% de ses cobayes avaient dit ça, alors ça voulait dire que le sentiment d'obsidionalité au Liban, ça signifiait ceci, cela. Et mon frère aîné, qui était par ailleurs lisait plus que moi, voilà, était quand même passionné par les maths et a fait finalement est devenu un chercheur en mathématiques dans les probabilités. Donc c'est là où ça a probablement commencé, c'est-à-dire que comme moi je me suis beaucoup élevé, non pas par quand je dis par esprit de contradiction, c'est pas par esprit de détestation, ça n'a rien à voir, mais par esprit de contradiction, moi j'ai fait mon bac C obligatoire à cette époque-là malheureusement, et que j'ai eu dans une pochette Kinder Surprise, au grand d'ailleurs, à la grande surprise de ma prof de maths. Et ensuite, j'ai refait un deuxième bac C, il faut vraiment être maso, un deuxième bac A, je sais pas quoi, littéraire. Et finalement, voilà, il y avait ce truc. Moi, j'étais celui qui aimait la poésie, la rêverie, le cinéma, et mon frère était celui. Mais ce qui n'était pas vrai au départ, hein, parce que mon frère, il aimait autant le cinéma que moi. Et ensuite, ben voilà, c'est ça le lest. C'est finalement, au bout d'une petite douzaine de livres, de m'affronter à un des éléments probablement de ma vie, qui était le rapport à l'objectivité chiffrée, le rapport à l'objectivité, le rapport à la vérité des nombres. Euh, et d'ailleurs, voilà, donc cette collecte a sûrement commencé comme ça. Bon, elle a commencé au comptoir des cafés le matin, en lisant Le Parisien, où il y a... Le Parisien, c'est un journal assez réac et tout ça, mais par ailleurs, c'est un journal qui a un sens pratique génial. Donc la première que j'ai dû lire, c'était... Et ça, c'est que dans Le Parisien, c'est pas dans l'IB, c'est pas dans Le Monde, c'est pas dans Le Figaro, etc. C'était 22% des gens touchant moins de 1000 euros par mois n'ont pas d'amis. Et en fait, ça fait rire, mais très vite, ça fait rire jaune. C'est-à-dire qu'on lit l'info, je la recopie, je la note. Je sais pas pourquoi je la note, parce qu'en fait, ça me bouleverse. Ça me fait rire et ça me bouleverse en même temps. Ça, c'est bon signe. C'est-à-dire que tout moment où en fait quelque chose fait à la fois rire et pleurer, c'est parti. Il y a quelque chose, il y a un terrain, il y a quelque chose. Donc ensuite, j'ai continué ce truc-là et en même temps, je ne savais pas quoi en faire
Parce que le chiffre a une autorité, a une froideur objective, glaçante, qui fait qu'une fois qu'on a dit ça, la parole est coupée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un poème après, quoi. Donc, je ne savais pas quoi rajouter. Et donc, je les ai laissés comme ça. Je me suis dit, si j'étais un performeur, un peu frimeur, tout ça, je les énumérerais comme ça avec un guitariste et tout d'un coup, ça apparaîtrait comme une sorte de performance artistique incroyable à la Fondation Cartier, mais j'ai pas osé. Mais il y en a combien? Parce qu'au fond, dans le livre, vous dites que vous en avez abandonné 75% à peu près. Donc, on a l'impression que vous êtes face à une espèce de montagne. Non, j'en ai abandonné énormément. Puisqu'en fait, j'avais une base de données et tous ceux que j'utilisais pour faire quelque chose, je les barrais. Enfin, je les barrais sur l'ordi, quoi. Et en fait, non, il y a en tout cas 75%, c'est évidemment un pourcentage à la louche. Mais voilà, oui. Mais de toute façon, pour tous les livres, que ce soit un roman, que ce soit des textes courts, les 2 tiers de la documentation ne servent à rien. En fait, ils ne servent pas à rien. Ils ont sédimenté, ils ont mis une ambiance, ils ont mis quelque chose, mais on n'arrive pas à les recycler. Moi, à chaque fois que je fais un bouquin, je vois la somme de trucs que je n'ai pas utilisés. Alors justement, comment avez-vous trouvé la forme de ce livre? Et alors la particularité, vous dites que vous êtes un rêveur analogique. Donc la particularité de ces petits textes, c'est justement d'apparier des chiffres qui n'ont a priori pas grand-chose à voir. Ouais, alors je pense que le sens de l'appareillement est venu un peu après. Si je suis honnête, le premier qui m'a donné du fil à retordre, si je peux m'exprimer ainsi, c'était 32%. Je ne les connais plus, les pourcentages, parce qu'une fois que je les ai déposés dans le livre, je les ai oubliés. Hein, les chiffres, c'est fait pour être oubliés. 32% des femmes simulent l'orgasme pendant l'amour physique. On soupçonnait bien, vu le journal où c'était, que c'était un amour physique forcément hétérosexuel. Donc là, en fait, là, il n'y a pas d'analogie encore. Là, c'est juste essayer de me dire, ouais, tiens, c'est étrange ça. Donc les femmes sont des simulatrices. Elles ont toujours menti. Et alors là, j'ai lu dans le journal il y a 3 jours. Si je l'avais lu avant, je l'aurais mis. J'ai vu que, en fait, 1 tiers des femmes ne sont pas diagnostiquées. Et là, j'aurais dit 33%. J'aurais un peu, voilà, là encore, j'aurais un peu approximé en disant, c'est le même pourcentage que celui des femmes qui ne sont pas crues sur parole quand elles disent qu'elles souffrent de tel ou tel symptôme, parce que globalement, les femmes sont des hystériques. Elles sont des simulatrices et des hystériques. Donc en fait, les femmes sont plus mal soignées parce qu'il y a un manque de crédibilité sur quand même leur façon d'exagérer un peu leurs symptômes. Donc voilà, donc à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ce 33%? En fait, je ne veux pas commencer le texte avec le 33%, il faut que je commence avant. Et moi, la simulation, ça m'intéresse, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elles sont simulatrices? Puis nous, les hommes, alors? Ah, nous, c'est 100%, nous. Mais qu'est-ce que c'est que ce regard bizarre? Alors les femmes, elles simulent, ou le plaisir, c'est un truc. Nous, les hommes, nous, on est juste des brutes d'érection, réflexes, pavloviennes. Et puis voilà, puis j'ai commencé à me poser plein de questions là-dessus, et puis aussi de me dire, mais en fait, l'amour physique ou sentimental, et puis c'est bon quand ça connecte les deux, c'est aussi affaire de simulation. Voilà, donc une fois que j'avais ça, je pouvais faire un texte. Alors, pour qu'on ait une... Et après, il y avait d'autres choses qui correspondent à ce que tu as dit, c'est-à-dire des associations d'idées entre tel et tel pourcentage, telle et telle chose, etc. Mais c'est venu un peu après, en fait. Alors, pour qu'on ait une idée de la diversité des sujets qui sont dignes d'intérêt, est-ce que vous voulez bien lire quelques premiers extraits? Alors, je vais lire des extraits qui sont ceux qui sont un peu au début du livre, qui sont donc... le livre est assez construit quand même Enfin, j'espère qu'il est assez construit. C'est assez factuel. Et il y a toujours des petits sous-titres qui commencent les fragments. Celui-là, c'est « Perte et profit gustatif ».
faute d'avoir pu jouir à l'air libre de 8 ans d'espérance de vie supplémentaire, 80% des poulets de chair, livrés dès le lendemain de leur naissance dans des hangars vite surpeuplés, n'auront que 45 jours et nuits artificielles sous néon, voire 39 au rabais, pour atteindre leur poids d'abattage minimum, 1,9 kg en France, où la volaille à rôtir se vend encore avec sa carcasse, et 2,5 kg chez les pays voisins qui préfèrent la débiter massivement en filet. Dans une cour de ferme des années 1950, il leur aurait fallu 4 fois plus de temps, environ 22 semaines au grain, pour atteindre la même pesée standard, toujours en bas âge évidemment, mais en matière avicole, on n'a jamais mangé que des enfants, plus ou moins obèses. Reste que si l'élevage industriel des futurs nuggets en poulailler concentrationnaire les voue précocement au trépas par électronarcose, il ne va pas sans une autre hécatombe, le décès accidentel de 4,19% des poussins en croissance intensive, le plus souvent par asphyxie ou crise cardiaque. Côté rentabilité et rendement, peut mieux faire. C'est un taux 10 fois supérieur à la mortalité infantile chez les enfants de l'Union européenne de moins de 2 ans. Messagerie nocturne. En dépit des nécessités du sommeil réparateur, du bon sens des aiguilles d'une montre et des admonestations parentales, 15% des jeunes en âge d'être scolarisés dans un collège d'Île-de-France textotent au milieu de la nuit et, parmi leurs SMS tardifs envoyés à quelques camarades d'insomnie, on distingue 2 questions archétypales qui représentent les 3/4 de ce quiz nocturne. Tu dors, 36%, et t'es là, 39%. Et en cas de réponse, 2 messages standards attestés comme les plus récurrents, presque 12%, et y'a quoi, 28%, ainsi qu'une majorité d'émoticônes incendiaires. Minorité concitoyenne. Il y a 2470 ans, selon les normes en vigueur à Athènes et ses environs intercommunaux, tout juste révisés par Périclès, 11% de la population locale avait le droit de citoyenneté. En tant que mâle, issu d'une généalogie 100% locale, et parmi ce quorum sans esclaves, ni femmes, ni métèques, nul ne sait combien exerçaient réellement leur droit de suffrage. L'heure des votations empêchant la plupart des artisans, marins, boutiquiers, ainsi que leurs subalternes nés sur place, de rejoindre l'agora générale du PNIX, 14 fois plus petite que la place de la République à Paris, où l'infime minorité d'oisifs, 4 ou 5 milliers tout au plus, approuvait d'une main levée telle proposition de loi, ou s'abstenait les bras ballants, après avoir assisté au débat opposant un démagogue magistralement tiré au sort à tel autre rhéteur d'élite. Aussi anachronique que cela puisse paraître, l'antique démocratie anticipait sur ces promos commerciales que des diplômés en marketing savent accompagner d'un discret astérisque renvoyant en bas du prospectus à la liste imprimée en très très petits caractères des cas particuliers ne donnant pas droit à en profiter. Offre exceptionnelle à force d'exception. Chantier à ciel ouvert. À la fin de l'hiver 2018, on comptait sur la chaussée de la région parisienne plus de 30 000 nids de poules pouvant atteindre 20 cm et presque autant de dos d'âne et autres coussins berlinois de 15 cm maximum. Qu'ils soient concaves ou convexes, résultant d'une désagrégation du revêtement ou d'un rehaussement fait exprès, ces ralentisseurs sont pareillement honnis par les associations d'automobilistes, leur imputant près du tiers des accidents de la route, sans rapport immédiat. Mais peut-être que si. On dénombrait à la même époque 30 000 débris d'au moins 10 cm en orbite autour de la Terre. Outre le plus imposant de ces objets satellitaires, la Lune, dont la surface présente quantité de cratères et de bosselures dus à l'impact d'astéroïdes depuis des années-lumière, et donc autant de ralentisseurs au progrès. À cet égard, dans un avenir plus ou moins proche, cette sous-planète de rechange nécessitera quelques travaux de voirie, puisque de richissimes entrepreneurs de la Silicon Valley et leurs concurrents chinois comptent y exploiter via des robots la poussière de régolithe, riche en hélium 3, ainsi que les réserves de platine cachées dans ces profondeurs, avant d'exporter tout là-haut notre surpopulation en la parquant dans des modules d'habitation gonflables, à moins que, hypothèse contraire, ce hors-champ spatial ne nous serve de décharge à ciel ouvert face à tant d'hypothèses extraterrestres. Comment s'étonner qu'au quotidien,
3 Français sur 4 aient parfois l'impression d'être des figurants d'un film de science-fiction. Autodidaxie. D'après les estimations de mon voisin de table, le sans-logis Daniel, j'ai mis une note. Par souci de confidentialité, le prénom a été changé. Le sans-logis Daniel, donc, fréquentant assidûment la bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, jouxtant la Maison de la Poésie, je cite « Oh, il doit y en avoir à peu près 200 dans mon genre, à dormir dehors la nuit et en journée à venir se mettre à l'abri, bouquiner tranquille et se tenir au courant des actualités dans la presse. Alors qu'en majorité, ici, c'est plutôt des intellos, hein. Qui révisent leurs examens, des étudiants. Mais comme d'après le Vigile, il y a 2000 places maximum à Beaubourg, nous les mecs à la rue, purs lecteurs bénévoles, hein, on doit faire en gros 10% du total. Toujours les mêmes à la même place, on se reconnaît de loin sans parler ni rien. Enfin, parce qu'à cet étage, il faut la boucler sévère, hein, sinon on n'a plus le droit de venir. Alors, désolé, hein, je ne peux pas trop vous en dire plus, hein, je viens de voir de réserve, hein, moi, comme les agents secrets, quoi. Chut. Merci. Alors justement, ce Daniel fait partie des quelques personnages auxquels vous donnez la parole dans ce livre. Il y a de mémoire une professeure des écoles en fin de carrière et un réparateur de tondeuse qui voudrait aller passer sa retraite au Sénégal, je crois. Pourquoi ces personnages-là viennent comme ça apporter d'autres voix, d'autres éclairages à certains moments du texte ? Alors en fait, je pense que c'est quelque chose qui est lié à une pratique littéraire du texte court que je peux avoir, qui est qu'à un moment donné, quand on commence à faire des séries, il faut des discordances dans les séries. Il faut que ça bouge, parce que sinon on est dans un système. And I hate le systématisme, qui, comme le perfectionnisme, est une forme de fascisme intérieur. Et il y a ça c'est cette problématique, qui est une problématique formelle. Et puis il y a autre chose, il y a comment créer des petites machines de guerre contre le monstre froid statistique, disons, qui sont pour la plupart produits par des institutions médiatiques ou par l'État ou par, etc. Comment combattre ça? Comment créer des petites machines de guerre? C'est aussi dire, en fait, les êtres lambda, ils produisent aussi eux-mêmes ont une expertise. Franchement, ce sans-logis, il existe vraiment. Moi, j'écris dans une chambre de bonne rue en Buteau. Il est en face depuis des années. On discute souvent. Et il a vraiment dit cette chose. Donc, c'est une évaluation qu'il a fait qui correspond totalement. Moi, j'ai été étudiant aussi allant à Beaubourg, où il y avait une autre génération de sans-logis qui était là-bas, qui avait plus de droits, parce qu'à cette époque-là, c'était plus bordélique, et moins fliqué, moins vigile, etc. Et il y a toujours eu, dans cette magnifique bibliothèque, une appropriation de culture par des gens exclus de la société. Donc ça m'a beaucoup touché, cette expertise des gens. Ensuite, parce qu'il faut toujours être un peu ambivalent, c'est peut-être aussi les représentants du fait qu'on intériorise nous-mêmes tout en statistique, et comme mes enfants me l'ont beaucoup dit à table quand ils habitaient chez moi, enfin chez nous, voilà, on n'arrête pas. Moi, j'arrête pas de dire, ouais, enfin attends, 70% des libellules, elles sont vertes. Puis mes enfants ils me disaient, arrête papa avec les statistiques, arrête. Les 2/3, non mais arrête. Voilà. Donc il y a aussi ce truc qu'on est, nous-mêmes, on a intériorisé cette fausse objectivité qui donne un argument d'autorité qui évidemment n'existe pas. Et puis parce que ça nous rassure au fond. Enfin, c'est très angoissant, mais ça nous rassure. Oui, tout à fait. C'est une sorte de rassurance et d'expertise. Voilà, donc c'est toujours yin et yang, pour emprunter à une philosophie de développement personnel extrême-orientale. Mais justement, ce monstre statistique, est-ce qu'on peut, qui a absolument colonisé nos vies, et particulièrement depuis l'avènement du numérique, est-ce qu'on peut à peu près en dater l'apparition? Enfin, depuis quand ça a pris autant de place?
en fait, je suis dans une collection de sciences humaines, d'essais très sérieux, etc. Mais je ne suis pas la bonne personne. Je ne saurais pas dire la généalogie de ça. Grégoire Chamaillou, mon éditeur, est brillante, historien, philosophe, qui a fait des très beaux livres pour l'apparition du drone ou du néolibéralisme autoritaire. Il en fait des généalogies très précises. On peut voir à tel colloque, à tel endroit, l'apparition de quelque chose. Moi, je suis incapable de dire ça. Je crois que dans la même collection, il y a un truc sur un truc sérieux sur les statistiques, etc. Moi, c'est pas mon domaine. Moi, c'est un sentiment qu'en effet, même dans ma vie de quinca, bientôt sexa, ouais, l'idée que c'est vrai que les chiffres ont pris une part de plus en plus grande. Et en plus, comme les 2 tiers de mon texte étaient déjà écrits avant le Covid, alors c'est vrai que l'épidémie, enfin le compte à rebours morbide qu'on avait tous les jours à la radio, etc., n'a fait que valider cette espèce d'envahissement des chiffres dans nos vies, mais qui en effet a été démultiplié par le numérique, comme vous dites. Et je sais pas, moi c'est un sentiment. Ensuite, je dois dire, je ne cite pas les sources parce que je n'ai pas envie de faire de publicité non plus. Je ne suis pas payé pour faire de la publicité à tel IFLOP et tout ça, là, machin. Là. Mais ou INSEE ou je ne sais pas quoi. Là. Mais par contre, j'ai vraiment pris des vrais chiffres et je ne les conteste pas en tant que tel. Je dis en tout cas, ils ne sont peut-être pas vrais, mais ils sont symptomatiques de quelque chose. Donc ça veut dire que je ne les. Finalement, évidemment, je crains l'effet de vérité qu'ils ont. Quand à la radio on entend 73% des vols sont commis par des gens à la peau mate. Quand Zemmour dit ça, voilà, dans des termes, voilà, disent, tout ça demande commentaire. C'est-à-dire qu'en fait, ces chiffres, si on parle pas après, si on n'explique pas après, ça veut rien dire. L'autre jour, à la radio, ils ont commencé à délirer sur le fait qu'il y a de plus en plus de violence dans la société. Et puis, il y avait un très bon... C'est pas toujours le cas, mais il y avait un très bon article dans Libération qui expliquait qu'en fait, la majeure partie de l'augmentation de la violence, c'est la prise en compte de la violence sur les enfants et les femmes en milieu familial ou de proximité familiale. C'est ça l'augmentation de la violence, c'est la prise en compte de cette extrême violence qui n'était pas vue avant. Et ensuite, il y avait un truc sur... Mais il y a de plus en plus... Il y a 30% de moins d'homicides de flics qu'il y a 30 ans, mais il y a plus de blessés. Alors d'abord, ils le déclarent plus, parce que... Là, on ne va pas rentrer dans des polémiques. Mais ensuite, il y a de plus en plus de blessés parce qu'ils ont des armes de plus en plus sublétales, on dit. J'adore ce mot. Et en fait, les 2 tiers des blessures des policiers, c'est... liés à des accidents, liés à leur harnachement. Un CRS, il porte 25 kilos. Quand il tombe, il a une entorse. Hein. Et les grenades, pof, des fois, pof, elles te pètent dans la main. C'est chiant. Les asphyxies, voilà, 73% ou je ne sais pas combien, ou les 2 tiers des accidents. Voilà. Et en fait, finalement, quand on rentre dans ces commentaires, il n'y a pas besoin d'être poète, écrivain ou rêveur comme moi. C'est tout d'un coup, il faudrait tellement de contexte pour y comprendre quelque chose à ces chiffres. Ces chiffres tout seuls, c'est de la propagande. Mais si on commence à les mettre dans un contexte qui peut lui-même être chiffré d'ailleurs, tout d'un coup on rentre dans la subtilité, la nuance, l'ambivalence des choses. Vous parliez à l'instant de cette collection Zone dans laquelle ce texte est publié. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Qu'est-ce que ça a changé dans l'écriture de ce texte de savoir que vous alliez publier dans cette collection, qui est une collection d'essais ? Ça change qu'en fait, une fois le démarreur un peu d'écriture poétique autour de cette notion chiffrée, il y avait l'idée quand même de me documenter un peu sérieusement. Voilà, ce que j'ai toujours fait pour tous mes livres, y compris de romans, c'est que moi, si je cite dans le soi-disant ou le terroriste tel truc de Pif Gadget, j'aime bien que ce soit le bon Pif Gadget de la bonne semaine. Ça me fait plaisir. Donc je me lis 30 pages sur tous les cadeaux Pif Gadget. Voilà, j'ai toujours fait comme ça. Et donc là, il y a eu de la documentation, parce que c'est vrai que Grégoire Chamaillou, mon éditeur, m'a dit, non, mais il y a... Voilà,
voilà, il faut que ce soit vrai. Il m'a d'ailleurs embêté sur une de mes... Il m'a pas embêté, il m'a poussé dans mes dernières extrémités à juste titre, sur un des textes qui était au Moyen-Âge, 25% des gens se prénommaient Jean. Et après, j'ai commencé à délirer sur le fait que les prénoms féminins, c'était plus varié, etc. Il m'a dit, moi j'ai lu 2-3 trucs, il faut que tu regardes. Et tout ça. Donc j'ai nuancé certains propos que j'avais dit, qui, pris dans une envie comme ça, un peu de prendre des contre-pieds nets, manquaient de nuancer. En fait, ça, il disait, super, tu fais ta... c'est joli, tes expressions, c'est chouette et tout, mais il faut quand même que ce soit proche de... Enfin, il faut quand même que ce soit fondé sur des vrais trucs. Donc en fait, j'ai beaucoup bossé, j'ai appris sur l'onomastique des prénoms médiévaux. Il y a une matinée où je suis devenu spécialiste européen. Donc j'ai bossé vraiment sur un nombre de trucs absurdissimes que j'ai appris. La biomasse des lombrics. Après, je faisais des calculs et tout, je devenais fou. Alors, justement, il y a des thèmes quand même qui reviennent. La question de l'environnement. Enfin, on parle de la biomasse des lombrics, mais la question de la crise environnementale revient. Les inégalités sociales, le profit, le système capitaliste, l'ubérisation de la société, le tout sécuritaire, la bunkérisation des individus. Vous m'avez découvert, je suis très à gauche. Voilà. Mais on n'écrit pas avec des convictions politiques. À un moment donné, il faut quand même essayer de... Enfin, moi, ce que j'essaie de choper à chaque fois, même dans les petites natures mortes au travail, c'était ça. De choper des paradoxes, des contradictions qui nous traversent. Hein, parce que sinon, on fait en effet de l'idéologie, des slogans. Et... Moi, j'adore inventer des slogans dans les manifs, mais c'est un autre... Puis en général, c'est des slogans qui d'ailleurs déplaisent aux 3/4 des manifestants. Mais si on parle de la construction du livre et de la progression des textes, on peut quand même je trouve que le lecteur peut se frayer plusieurs chemins à l'intérieur du texte. Ouais, c'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment, mais ça, c'était vraiment avec Grégoire, on a eu pour moi, c'était un plaisir de bosser avec un vrai éditeur. Ouais, enfin, je suis parti de choses assez factuelles, qui commencent à travailler le paradoxe, puis qui commencent à travailler la croyance, puis qui commencent à travailler l'utopie, puis à la fin, moi j'étais à la collection Zone, il m'a dit là, à la fin c'est subversion, forcément. Bon, et la subversion, j'adore ça, parce que la subversion, c'est pas le terrorisme, je vous rassure. La subversion, c'est c'est le carnaval, c'est renverser les valeurs, c'est... Donc ça, c'est un travail qui est à la fois poétique, qui peut être politique aussi, mais avec un pas de côté. Moi, j'aime bien les pas de côté plutôt que fracasser la tête contre les murs. Ce que j'ai pu faire aussi quand j'étais adolescent, en étant un anarchiste infantile de mon âge. Maintenant, je suis demeuré anarchiste infantile, mais un peu sénilisé, quoi. Et vous avez aussi tourné le dos aux chapardeurs de bande dessinée dans la librairie du quartier latin dans laquelle vous travaillez pour payer vos études. Non, mais là, mais ça, vraiment, là, par exemple, j'ai fait un vrai travail. C'est mon texte le plus pédagogique. J'adore pas ce mot, mais bon. C'est d'expliquer au lecteur ce qu'est la démarque inconnue. La démarque inconnue, c'est... Voilà. Entre le débit, entre l'arrivée des stocks, des machins, etc. Et puis on fait l'inventaire. Il manque des choses. Alors c'est des choses qui ont été cassées, qui ont été volées par le personnel, volées par les clients, ou des erreurs de saisie des stocks, etc. Et c'est vrai que j'ai travaillé au Black dans une librairie du quartier latin, et j'ai été accusé après la sortie de mon premier roman. Non pas, c'est un peu moi la démarque inconnue. En fait, c'est parce que j'avais de l'empathie pour les voleurs. Voilà. Donc, je raconte cette anecdote, mais en fait, c'est hyper intéressant. À la Fnac, à un moment donné, quand la Fnac était une vraie librairie avec des vrais libraires, avant qu'on les transforme en manœuvres qui ouvrent des caisses de retour et c'est vrai qu'il y avait à peu près 7%, c'est un chiffre énorme de démarques inconnues à la Fnac. Parce qu'en fait, les libraires, et c'était la moitié par le personnel. En fait, ils avaient des vrais libraires. Le libraire emprunte les livres et oublie de les ramener. C'est bon signe, c'est qu'il aime les livres. Et quand la libraire vous vire, elle vous dit, en fait, c'est toi la démarque inconnue. Et la démarque inconnue, après, c'est un mot que j'adore.
J'ai failli appeler d'ailleurs, je ne sais plus quel livre. Encore heureux, je voulais l'appeler à des marques inconnues. Ouais, je sais pas. J'aime bien ça. On peut passer un deuxième extrait de lecture. Voilà. J'ai aucune idée. Il faut quand même pas trop. Hein, attention là. Alors, ces vices de proximité. Sitôt la nuit tombée sur l'écran plasma, il paraît que les zombies sont sortis avec d'ancles capuches pour assurer leur anonymat et des bonnets au ras des yeux. On aura beau changer de chaîne, ils sont programmés partout, entre chiens et loups, ces rôdeurs sexuels. Bientôt, selon un suspense implacable, ils entreront par effraction dans nos consciences. C'est scénarisé d'avance, ils connaissent par cœur les horaires journaliers de leur proie. Ils ont des visages postiches et un ADN interchangeable d'un crime story à l'autre. On croit les tenir à distance dans le poste, mais de la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas de porte. Ça y est, ils nous ont devancés sur place. Drone, sweet drone. Ils ont profité de notre attention captive pour s'introduire chez nous. Et si on a le malheur d'être une femme seule, piégée dans sa chambrette en 3D, face à un rectangle XXL d'un home cinéma, on risque de passer de l'autre côté du miroir, victime expiatoire d'un thriller de série B. Et pourtant, dans la vraie vie, loin des télégénies sécuritaires peuplées de serial violeurs, seuls 17% des prédateurs sexuels sont des inconnus, surgis d'un recoin ombrageux. Puisque parmi les centaines de milliers de fillettes, d'adolescentes, de jeunes femmes ou de déjà mères, l'immense majorité d'entre elles ont été abusées, et 7 le seront encore au cours des 60 minutes qui vont suivre la lecture de ces lignes, dans leur douillet foyer, ce cercle vicieusement familial, ou par des proches de leur parentèle, ou par des hommes ayant un rapport d'autorité sur leurs victimes, depuis si longtemps côtoyés, que pour ainsi dire prédestinés. Reste que si ce scénario-là, d'une si désespérante familiarité, représente la plupart des cas, il semble rebuter les producteurs de fiction télé. Trop de banalités intimistes pourraient désespérer l'audimat. Le pire des mondes sensibles. Selon Pyrrhon d'Hélice, qui professa son scepticisme 3 siècles avant Jésus-Christ dans le nord-ouest du Péloponnèse, tous les êtres et les choses en présence sont indiscernables. C'est bien qu'on ne peut pas affirmer leur existence ou l'infirmer en se fiant à nos sensations ou nos jugements. N'ayant laissé aucune trace écrite et vouant toute opinion ou doute radical, l'enseignement de Pyrrhon d'Hélice tordait aux limites de l'aphasie. Et comme il mettait sa doctrine en pratique, nous raconte son historiographe tardif Antigone de Caryste, je cite, « Il se détournait pour rien de sa route. Quelque obstacle qui se rencontra, chariot, précipice, chien, car il n'accordait aucune confiance à ce qu'il percevait. Heureusement, ses amis l'accompagnaient partout et l'arrachaient au danger. » Un cas de cécité mûrement réfléchi, cohérente avec ses préceptes, ce qui place ce solipsiste hors du commun des aveugles, plus de 200 000 en France aujourd'hui, soit accidentels, soit de naissance. Chez ces derniers, venus au monde dans un noir complet et devant se contenter d'autres indices, palpables, sonores, gustatifs, posturaux, pour ancrer en eux l'idée d'un espace extérieur, des chercheurs ont décelé une tendance à cauchemarder nettement supérieure à celle des bienvoyants ou des privés de vue tardifs, avec 4 à 6 fois plus de mauvais rêves à l'actif de leur sommeil, nightmares, qui représentent d'ordinaire 6% des imageries projetées au revers de nos paupières closes. Les menaces qui hantent l'opacité de leur quotidien, se faire écraser, perdre son chemin, renverser des objets, se retrouvent d'évidence dans leur fiction nocturne. Mais on ne saurait négliger un autre motif d'épouvante pour ces aveugles de naissance. Comme rien ne leur a jamais prouvé que le monde existait, aucune vision d'ensemble avérée, ce songe creux les remet en abîme. Je peux en lire un gros, là ? Ça s'appelle « Défaut d'origine ». Les dés sont ainsi pipés que, à peine mise au monde, une personne sur 5 ne pourra y échapper.
soit 20% des nouveau-nés qui connaîtront un jour ou l'autre des troubles psychiques d'intensité variable. Troubles du sommeil qu'on ne saurait conjurer sans l'aide d'un adjuvant sur ordonnance, fut-il d'un demi-comprimé sécable soit le matin, soit le soir, ou les deux. Troubles de la sociabilité nécessitant un arrêt maladie pour cure de solitude réparatrice à raison de 8 jours en moyenne. Troubles du comportement alimentaire nécessitant l'écoute à minima hebdomadaire d'un tiers rémunéré à cet effet. Troubles de la motivation nécessitant quelques séances de coaching mental ou de luminothérapie, faute d'électrochoc à l'ancienne. Troubles de l'humeur tempérée grâce aux injections par intraveineuse d'une molécule bien dosée le reste de sa vie durant, phase anxieuse, puis végétative, puis panique, puis tétanisante. Trouble de l'entendement qui vous, schizo et parano, à un isolement consenti ou pas, en HP, dont l'acronyme trompeur semble signifier hors piste, mais non, suivi parfois d'une claustration perpétuelle sous camisole chimique en vase clos, et enfin trouble de nature suicidaire, sans autre issue que l'abolition de soi par soi. Personne n'aurait jamais demandé à être mis au monde s'il avait su que les dés étaient ainsi pipés. Se joint de votre destin, un malchanceux sur 5, promis à de tels troubles d'impersonnalité qui, dans certains cas résiduels, poussent aux dernières extrémités. D'ailleurs, qui ne s'est pas un jour demandé si c'était mieux de naître ou de ne pas être, quitte à l'étouffer son mal-être dans l'œuf, ne plus persévérer dans l'erreur humaine, se débaptiser sur le tard, avorton jamais viable, perdu d'avance, ombilical, et mettre son funeste projet à exécution par involution volontaire de genèse, même si l'acronyme IVG prête un peu à confusion. Et à mon tour, je me demande qui sont donc ces 80% restants. 4 personnes normales sur 5, d'après les experts en conformité, tous et toutes psychiquement indemnes, qu'aucun doute n'est jamais venu troubler, ni terreur nocturne paralysée, ni fatigue mentale contrariée. On peine à croire qu'ils existent en si grand nombre, ces top modèles de l'équilibre psychique. Rien qu'à sonder ses proches, prendre le métro, pointer au bureau, on supposerait plutôt que ce sont eux les exceptions. Pourtant non. Ou alors ils savent mieux que d'autres donner le change, prêcher en toute occasion leur credo. Résilience, assurance, performance. On dirait une secte de bien-portants chroniques. C'en est flippant pour le prototype défectueux. En tout, 20% de malfaçons repérés dans le système nerveux sociétal. Vous m'avez compris. Leur normalité me rend dingue. Puisqu'autant l'avouer au passage, je fais partie des mélancoliques saisonniers. Et cela de longue date. Pas seulement depuis que le huis clos sanitaire là, ont doublé le nombre de consultations pour épisodes dépressifs. Dès que l'automne jaunit ses feuilles, j'ai si peur de rechuter que ma peur d'en avoir peur achève de semer le doute. Je me sens déjà en pleine dépossession de mes moyens et bientôt, je n'y suis plus pour personne, assailli par ces 80% de silhouettes alentour qui, elles, ont l'air de tenir debout et dont l'aplomb apparent m'impose les lois d'une gravité écrasante, mais à force de devoir souvent remonter la pente, j'ai fini par comprendre un truc essentiel. Celui qui n'a jamais connu ou même effleuré sa propre défaillance est un prototype inhumain à fuir de toute urgence. On voit apparaître avec ce dernier texte un ton un peu différent des premiers textes, qui est plus mélancolique. On voit le jeu qui prend plus de place. Vous dévoilez plus. En fait, finalement, c'est venu en cours de route. Au départ, il n'était pas question qu'il puisse y avoir un jeu. Enfin, c'était pas... Et ensuite, comme il m'a semblé utile de donner la parole à des experts amateurs de statistiques sauvages, il m'a semblé aussi, à un moment donné, je me suis dit, mais arrête Yves, vas-y, la machine, le vrai cheval de Troie contre l'objectivité, c'est le jeu. Vas-y. Arrive à articuler. Alors, c'est venu petit à petit. Donc ensuite, le recueil, il est aussi articulé par une contamination du jeu qui va prendre l'espace, un jeu qui rappelle un peu le Souviens-moi. Voilà, un jeu, en effet, là, pour le coup, qui n'est pas de fiction, qui parle de mon frère, évidemment, parce qu'il est probabiliste, et qui parle de ma mère, dont les cendres étaient dispersées au Père-Lachaise, qui parle de mon père et d'une expérience de psychosocial, enfin, moi, qui parle de trucs, puis qui parle de ma grand-mère, dont l'un des prénoms était Zénobie, et pas Jean.
ni Jade, ni Marie. Voilà, donc voilà, ça naît comme ça, et puis tout d'un coup, il y a ce jeu, mais qui ne devient pas non plus dominant, mais qui émerge, la possibilité d'articuler du jeu avec cette instance impersonnelle. Parce qu'en effet, vous avez évoqué Souviens-moi, qui était un texte qui fonctionnait sur le pense-bête remémoratif et dans lequel vous sauviez comme ça quelques éléments d'un océan d'oubli, puisque vous avez une très mauvaise mémoire. Il y a une parenté quand même entre ces deux livres. Oui, de toute façon, ça bosse aussi sur la perte de mémoire. Là, ça parle sur... De toute façon, la puissance de l'oubli, je crois que Nietzsche a dû en parler. Dès qu'on dit Nietzsche, ça crée un froid. Puissance de l'oubli. Moi, ça me branche plus que volonté de puissance, qui est liée à des ambivalences un peu compliquées. Puissance de l'oubli. Donc voilà, c'est à un moment donné, il faut se réapproprier l'amnésie intérieure. Donc là, c'est vrai que c'est de même nature, tout à fait, que les Souviens-moi, au sens où là, de temps en temps, ont émergé des espèces de souvenirs très enfouis, qui ont réémergé, mais qui ne sont pas forcément liés à ma famille. Par exemple, celui dont je suis le plus content, c'est celui qui parle justement de ces 10%. En fait, finalement, la conscience, c'est 10% à peu près. C'est glaçant. Hein. Tout le reste, qu'on soit freudien ou cognitiviste épouvantable, là, c'est pareil, c'est 90%, c'est en dessous. Quelle que soit l'analyse qu'on en ait. Et c'est vrai que je rapproche ça des 10%, des 90% du travail informel dans la plupart des continents non surdéveloppés. Et par le biais d'un truc, c'est dans la cave, moi j'ai vu au moment où j'habitais pas loin d'ici, et c'était un quartier populaire, c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais voilà, quand les Chinois, des migrants chinois ayant des dettes envers leur communauté pour être passés ici, se sont mis à reprendre toutes les maroquineries du quartier. Et j'ai vu, il y avait un atelier clandestin dans la cave, et je voyais par le soupirail tout ce travail informel qui se faisait par les enfants, par les grands-mères, par tout ça. Donc voilà, j'essaye de passer par aussi des souvenirs qui m'ont marqué. Alors que j'essayais d'écrire des poèmes à la machine à écrire dans la cave. Un souvenir émouvant et pathétique. Et dans ce dernier texte que vous avez lu, il y a aussi cette idée de la norme qui est intéressante, puisqu'au fond, le chiffre, c'est la norme à partir de laquelle on se positionne, ce qui est en même temps complètement illusoire, puisque c'est une statistique, donc ça n'est représentatif de rien, mais en tout cas, c'est une espèce d'étalon à partir duquel on se positionne. Oui, tout à fait. Je n'aurais presque rien à ajouter. Non, mais tout à fait. Ensuite, ce qui se joue aussi là, parce que quand j'ai dit que mon père était psychosociologue, un pionnier de cette science improbable, en fait, comme science en tout cas, non, mais c'est quand même ça. Moi, quand on vient sur le terrain du social, j'ai envie de mettre de la psyché. Quand on vient sur le terrain de la psyché, j'ai envie de mettre de dire, mais on est nombreux à pas supporter la normalité sociale qui nous est imposée, etc. Donc là-dessus, je suis bien le fils de mon père. Mais par des voies tout à fait détournées, j'ai réussi mon dépassement de Deep, j'espère, même si c'est une corde à nœuds. Voilà, et puis l'autre fil, et peut-être le dernier fil de ce livre, c'est comment on échappe à la norme, comment on échappe à ce monstre statistique, et comment, au fond, on recrée une utopie. Enfin, il y a cette question de l'utopie quand même qui est très forte dans le livre. Oui, il y a des... petit à petit, c'est ça. Il y a des utopies. Je crois qu'une des premières que j'ai faites, que je ne vais pas lire, mais qui était... alors, c'était c'était dingue, 80, alors je ne sais pas quoi, 67% des femmes veulent changer une partie de leur corps. Ça me fait penser aux chimères, à tout ça, ça me plaît, tout ça. Alors ensuite, c'était le fessier, 63%. C'est assez sordide quand même. Et puis donc, j'ai inventé des fausses demandes qu'un autre journaliste pourrait demander, enfin qu'un autre inquisiteur, comme je les appelle, pourrait demander. Mais alors finalement, vous aimeriez avoir la queue d'une sirène. Voilà. Mais si on part dans les désirs, parlons dans les désirs, pas dans les normes des liposuceurs.
marqué dans le texte. C'est pour ça que je me rappelle de cette expression un peu punchline. Et puis, il y a cette question du rêve, alors qu'on a entendu sur le versant cauchemar. Mais voilà, le rêve, c'est notre cinéma intérieur. Et au fond, la part d'utopie, on l'a en nous aussi. Enfin... Alors, le rêve, oui, le rêve, c'est essentiel. C'est-à-dire que ça, c'est l'éditeur, justement. Et là, il a fait un coup très fort. Là, il m'a subjugué, là. Il m'a dit, il faut que tu dises dans le sous-titre le genre de ce que tu fais. Parce que tu es dans une collection, attention, c'est des gens sérieux, très à gauche, mais très sérieux, qui disent ça et tout ça. Ils veulent... Et en fait, il a dit, c'est des rêveries ce que tu fais. Et c'était juste. Rêverie, alors d'un promeneur solitaire. Et voilà, donc rêverie, c'est un genre, c'est un sous-genre. Et du coup, c'est vrai que le rêve est récurrent dans un certain nombre de textes et produit le texte final qui est un peu voilà que vous lirez peut-être et qui est une proposition de subversion vraiment post-mélanchoniste, on va dire, pour être poli. Et donc c'est vrai que le rêve, c'est une matière que j'étudie, qui me passionne. Je me souviens absolument, radicalement, très peu de mes rêves, mais je sais que c'est le moment où l'être humain est le plus actif et créatif. Voilà. Et c'est la chose la plus méprisée par le corps social, parce que c'est pas productif, soi-disant. Soi-disant. Et c'est pour ça qu'on devrait être payé tranquille, 3 fois le seuil de pauvreté, rien qu'à rêver. Parce que c'est ça qui fait qu'on renouvelle la force de travail, c'est parce qu'on rêve. Sinon, il n'y aurait pas de productivité collective. Quel est le lien entre l'impératif catégorique kantien et un réservoir de mobylettes ? Oui, alors ça, en fait, mais c'est super parce que ça, c'est vraiment un texte que je me suis permis d'écrire. En fait, je hais l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant, qui, en gros, peut se résumer à et si tout le monde faisait la même chose, hein ? Eh bien, Kant, qui dépasse d'une certaine manière l'ancienne morale, dit c'est pas un truc de morale abstraite, non, c'est logique, c'est rationnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses qui, si tout le monde les faisait, aboutiraient à une contradiction dans les termes. Si tout le monde se suicide, ben, l'espèce humaine est truc, et donc vous contestez même le fait d'appartenir à l'espèce humaine, donc il ne faut pas se suicider. Voilà. C'est une question de logique, ce n'est pas une question morale. Waouh! Tout ça écrit, enfin, en tout cas traduit, parce que je ne sais pas comment écrivait Kant, je ne parle pas l'allemand, mais dans une langue insupportablement gendarmesque. On dirait un PV uriné devant un luminaire urbain. Enfin, tout est écrit comme ça, quoi. C'est écrit dans une nouvelle langue insupportable. Et je hais ce truc depuis que je suis tout petit. Et donc, ça fait très longtemps que j'avais mis des bouts dans le soi-disant, etc., de haine contre Kant, enfin, cet aspect-là du kantisme. Et donc là, ça s'appelle « À quelques causes, le mal est bon ». Et donc, mais ça, c'est un carnet où je note des contre-exemples anti-kantiens depuis une quinzaine d'années, dont un moi, j'ai un Solex, Peugeot 103, et puis scooter maintenant, etc. Depuis donc, 35 ans que je fais du 2 roues à moteur. Le vol de bouchons. C'est hyper chiant. C'est-à-dire, si soi-même, on ne va pas voler le bouchon du truc à côté, ben, on passe une très mauvaise journée. Et on peut même rater son bac, ce que je raconte, etc. Et donc, en fait, il faut... si tout le monde vole le bouchon du voisin, il n'y a qu'un seul lésé. Alors là, franchement, il n'y a pas d'autre exemple possible d'un truc qui satisfait tout le monde, sauf un. Franchement, là, je me présente aux élections, là. Voilà. Donc, c'est juste pour montrer, dans la logique kantienne, que souvent, le mal est bon. Mais justement, puisqu'on parle du 1, du 1 seul, ce qui vous intéresse dans ces chiffres, c'est souvent vraiment la minorité de la minorité. Hein. Par exemple, le 1% de femmes encartées dans une société de chasse, le 1% des profils Facebook. Moi, je pense à elles. Moi, quand j'ai vu qu'elles étaient 1%, je pense à elles. Je vois les mecs en Jeep, là, en tenue léopard, avec l'accro dès 9h du mat, et je pense à elles.
Mais voilà, mais ça c'est aussi quelque chose qui est présent souvent dans les textes, la minorité de la minorité. Ouais. Alors, le premier titre, en fait, de mon texte de travail, c'était Sous-ensemble flou. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, en fait, moi je crois pas, parce qu'il y a des gros débats. N'enclenchons pas du tout de débat politique ici, mais il y a un gros débat qui est un leurre total sur alors si on est pour les minorités, on est communautariste, séparatiste, machin bidule, ou alors on est pour l'universel, laïque et républicain. Bon, moi je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Parce que je crois que surtout si on commence à travailler le minoritaire, eh ben, en fait on est des adjonctions, des intersections, des sous-ensembles flous d'un paquet de choses minoritaires. C'est ça l'esprit du minoritaire. Quand on travaille le minoritaire, on travaille l'intersectionnalité, mais au sens vraiment le plus précis du minoritaire. Et que certains peut-être n'emploient pas dans ce sens-là, je m'en fous des débats, etc. Intersectionnel, c'est un mot atroce, on a l'impression que c'est de l'excision. Intersectionnel, je vois des ciseaux, je trouve ça atroce. Il y a un autre mot qu'il faudrait trouver. Mais disons que c'est ce truc des ensembles flous du minoritaire, ou alors on travaille le leurre de la grosse identité majoritaire, ou alors on travaille le leurre absolu républicain de United Colors of Citoyens. Enfin, le républicanisme Benetton, ça, bon, c'est mort, hein, ça, on sait bien que ça n'existe pas, que c'est formel, etc. Mais voilà, moi je travaille cette espèce de conjonction de minorités. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, que je travaille des associations d'idées, d'images, de choses, et de 1%. Par exemple, j'ai fait des textes sur les 10%, les 1%. Ils n'ont rien à voir entre eux, mais peut-être qu'en fait, on est multifactoriel, on est un peu diabétique, un peu myope, un peu clitoridien, parce que tous les mecs sont clitoridiens, parce que finalement, nos glands sont des clitoris géants. Et on est plein de choses, et on est allergique à la menthe, ou moi, à l'ail en vieillissant, alors que j'adorais ça. Et on est toutes ces choses-là. C'est ça, une identité. Une identité, c'est fractal. C'est tout sauf RN. Et il y a aussi un texte qui m'a beaucoup intéressé sur le zéro, sur une liste qui fait un effet d'accumulation des zéros. Nous allons la lire. Voilà. Formidable. Alors c'est un texte qui est, par certains côtés, dissensuel, je l'espère. Ça s'appelle Temps zéroïque. 0 vitre cassée, 0 incident de parcours, 0 zone blanche numérique, 0 retard à la badgeuse, 0 protéines animales dans l'assiette, 0 tapage festif après 22 heures, 0 sourire sur la photo d'identité, 0 bourrelaigne en bon point à l'affiche, 0 débit mensuel sans agio insulaire, 0 erreur après décompte du fond de caisse, 0 mégot jeté sur la voie publique, 0 défaut procédural selon les normes du coach en chef, 0 incivilité devant l'hygiaphone administratif, 0 foutu fichu ni voile de tradition mahométane, 0 faute d'accord sous dictée magistrale, 0 migrant hors quota d'exploitation légale, 0 matière grasse déclarée sur l'emballage, 0 bonus salarial hors prime au mérite, 0 bruit pendant la minute de silence, 0 plan cannabique à faire pousser soi-même, 0 manquement aux entretiens du pôle emploi sans radiation, 0 pas de douane iridule après lifting standard, 0 g,4 maximum au volant, 0 racoleuse tarifée en visibilité ostentatoire, 0 recours personnalisé hors boîte vocale ou site dématérialisé, 0 poil aux aisselles, dicelle et idem au pubis transgenre, 0 pénibilité au travail hors liste de tâches répertoriées, 0 impact carbone par couple sans progéniture, 0 taxe démotivante pour la libre émulation des capitaux, 0 mendicité intensive en zone urbaine piétonnisée, 0 écart de langage sur les réseaux sans censure de l'hébergeur, 0 grain de beauté sujet aux propagations malignes, 0 promeneur à l'air libre après couvre-feu, sauf tenu en laisse par son chien, 0 point de croissance sans rupture conventionnelle collective, 0% d'exprimés parmi les bulletins blancs ou nuls, etc. Une fois chaque 0 validé dans la case idoine, s'il est prouvé que vous n'avez fait preuve d'aucune intolérance envers la tolérance 0, ni contrevenu à l'écosystème du corps social ainsi qu'au bras armé de ses lois d'exception après examen d'omniscience et toute vérification faite sur l'état des lieux communs, votre bail d'existence étant jugé conforme, eh bien, cher 0 à pointer,
ne vous restera plus qu'une ultime mission à accomplir selon les normes bio-algorithmiques prévues à cet effet. Vous annulez en paix. Mais oui. Celui-là, c'est un peu l'art poétique du bordel. Il fallait que je dise un gros mot à un moment donné. Alors, ça s'appelle « Poisson soluble et peau de chagrin ». En matière de statistiques, la carpe et le lapin ne font pas bon ménage. D'autant qu'il n'y a à l'évidence aucun rapport entre l'élevage piscicole, 57% des carpes, et les clapiers hors sol, 90% des lapins. On ne mélange pas non plus les torchons et les serviettes, bien que ces deux carrés de textile soient fabriqués en Asie à près de 60%. Par souci d'équité, toujours, on sépare le bon grain de l'ivraie, pourtant soumis à des doses similaires de pesticides sur 90% des terroirs. Inutile de prendre des vessies pour des lanternes, on évitera ainsi de mettre en regard les 32% de confiance envers l'info télévisée et le même taux de méfiance envers les musulmans. Pour n'alimenter aucune confusion, on se gardera d'assimiler les 15% de présumés daltoniens aux 15% d'abonnés à un site de rencontre, ou de rapprocher les 5% d'ascenseurs tombant en panne chaque jour avec les 5% de personnes ayant tenté de se suicider une fois dans leur vie, juste pour voir ce qui se passe quand il ne se passe plus rien. Ce genre de comparaison ne mène nulle part, sinon par esprit d'escalier aux confins de la déraison. On ne saurait prétendre doctement que les 33% de non-lecteurs du moindre livre font partie du même tiers que les 33% de non-voyants de loin, alias les myopes. Ou les 33% de non-propriétaires de chez eux. Ou des non-partis en vacances d'été, ou des non-recourants au RSA. Juste en prétendant 33, en répétant 33 bouche béante comme chez son généraliste. Attention aux raccourcis trompeurs, les 1% de recensés français qui, à toute heure du jour et de la nuit, sont en état d'ébriété, et le nombre équivalent chaque année d'accidentés du travail. Méfiez-vous aussi des amalgames de couleurs, qui feraient presque illusion d'optique. 50% de la population carcérale états-unienne a la peau noire, tandis que 50% de la population mondiale travaille au black. Et alors, somme toute, ça n'a pas de rapport. Accumuler le sens propre, figuré, sous prétexte de hasard objectif, une fois éventé le tour de passe-passe poétique, ça n'aide pas à déchiffrer la réalité. Ce ne sera pas faute de vous avoir prévenu. N'additionnez pas les couteaux et les fourchettes, n'outrepassez pas les bornes du coq à l'âne, arrêtez de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Mais si, malgré toutes ces recommandations, vous obstinez à fourrer dans le même sac les 24% de salariés états-uniens sans congé payé, les 24% de working poors français sans logis, les 24% de récifs coralliens à tout jamais disparus et les 24% de migrants extra-européens naufragés sans secours en Méditerranée, ça ne vous le pour dit. Ça n'a aucune sorte de lien logique, pur coup de bluff tenant à la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie selon l'halluciné franco-uruguayen Lautréamont. Méfiez-vous des rêveurs analogiques qui, dans leur chambre d'écho, déraisonnent à propos d'illusoires résonances. Les 0,1% de mineurs choisissant la fugue pour chercher la vérité ailleurs et les 0,3% d'adultes fouillant sous bois, ruines et rivages à l'aide de détecteurs de métaux. Ces théoriciens du chaos se complaisent à prédire le pire des mondes plausibles à partir de coïncidences sibyllines. Certains rapprochements incongrus, la disparition des Lucioles et l'avènement du néofascisme consumériste, selon le bienheureux mélancolique Pier Paolo Pasolini, risquent de vous plonger dans un abîme de perplexité. Je coupe un peu, si vous me l'autorisez. À force d'interroger les rapports humains et leur écosystème, on se retrouve vite sans dessus-dessous. L'abus de coïncidence nuit gravement à la santé mentale. Mais comme les associations d'idées attirent plus ma curiosité que les axiomes établis de toute éternité, autant céder à la confusion des genres, au piège des approximations dépareillées. Et n'en déplaise aux lois de la pesanteur économétrique, quitte à amalgamer des carpes farcies en abscisse et des peaux de lapin en ordonnée, je soutiens mordicus qu'on peut corréler, graphique à l'appui, l'inexorable fonte de la croûte glaciaire et l'irrésistible hausse des profits spéculatifs. D'ailleurs, cette drôle de pensée buissonnière, je ne suis pas le seul à l'avoir abrégée au marqueur sur les murs. Elle fait un peu partout son chemin dans l'intelligence collective. Plus de banquise, moins de banquiers. Et là, on vous retrouve collectionneur d'aphorismes urbains de graffiti. Mais je prétends que c'est moi qui l'ai inventé, mais en fait, on est toujours plusieurs.
plusieurs à l'inventer. Micro. On est toujours plusieurs à l'inventer. Mais je fais partie d'un des inventeurs de cette expression. Et moins de profit, plus de profiterole, qui a moins marqué les esprits, mais que je trouve très bien aussi. Mais en tout cas, ce dernier texte, c'est vraiment un texte clé pour comprendre la manière dont vous agencez le poétique et le théorique, le poétique et le politique. Ouais, non, en fait, c'est sous prétexte... voilà, en fait, là, je dévoile vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Plus je rigole, en fait, plus ça me tient à cœur, en fait. C'est une pudeur de... Je sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, réellement, le truc qui m'a creusé le cerveau en fin d'adolescence, la devise surréaliste de Lautréamont, voilà, la métaphore incongrue, les rapprochements anormaux, etc. C'est-à-dire, c'est aussi comme ça qu'on peut penser le monde, théoriser. Les 3/4 des découvertes, y compris scientifiques, ont été faites par accident, dans des rapprochements hasardeux. Et donc, c'est... Oui, en fait, j'y crois très, très fort à ça. Moi, voilà, c'est vrai que je suis tombé dans... Obélix, il est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombé dans le Deleuze à 18-19. Et c'était ça, pour moi. C'était les rapprochements fous de Deleuze. Je comprenais un mot sur deux, hein, mais c'est pas grave. Une phrase sur deux. Un mot sur deux, ça devient compliqué. Mais voilà, mais c'est ces rapprochements, en fait, qui sont ces cheminements sinueux et intuitifs. La sérendipité. Hein ? La sérendipité. Ah, c'est disruptif. Hein ? Je sais pas. Sérendipité, moi j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a trop de graisse sous la peau. Je sais pas. J'y comprends rien à ce moment-là. C'est comme roboratif. Je le dis d'ailleurs dans le texte. Roboratif, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Il y avait robot, bourratif. Je comprenais rien à ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, ce texte. Idiosyncrasie aussi. J'ai jamais compris. Vous imaginez pourquoi? Mais en tout cas, ce texte-là, c'est votre vision de la subversion. Une subversion la douce. Subversion, c'est... j'y fais référence à un moment donné. Pour moi, la subversion, c'est Bartleby, c'est l'an 01 de GB Doyon. Vraiment, mais revoyez les 6 premières minutes dans l'an 01. La dernière demi-heure, c'est pas très bon. Mais du film, l'an 01 de Doyon, d'après de GB, la première minute... C'est, je crois, la première intervention filmique de Depardieu, qui est dans une gare et qui parle à un mec, et puis ils se disent « Ouais, vous n'avez pas pris le train hier, vous êtes resté sur le quai. » Ouais. Et puis il reste sur le quai, et puis il parle. Bon, on arrête. On va plus prendre le train. Bah ouais. Et c'est beau, quoi. Et c'est le truc de l'an 01, on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. C'est sûr que j'ai dû voir ça trop jeune. Est-ce que depuis la fin de l'écriture de ce livre, vous continuez à noter des statistiques, des pourcentages? Ah non, ça c'est... Chaque livre épuise à un moment donné une matrice, un terreau. Par exemple, j'avais publié un livre de photos, en tant que regardeur amateur. J'ai été capable de prendre une photo pendant 2-3 ans. Et maintenant, j'ai redécouvert le plaisir de la photo carrée. Et donc, ça a changé tout. Je me suis dit, putain, la photo carrée, ça change tout, c'est sympa. Une nouvelle obsession est arrivée. Sur les réseaux sociaux. Mais en fait, là, les statistiques, non. Mais voilà, sauf celle vraiment de ces 33% des femmes dont les médecins ne croient pas à leur autodiagnostic. Ça, je me suis dit, putain, celle-là. Voilà. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas réfléchi à ça. Et puis, je dois avouer qu'il y a autre chose, c'est que les bars sont fermés depuis longtemps, donc je ne lis plus Le Parisien au comptoir, et qui était une source d'information énorme. Merci Yves Pagès. Merci à vous. Je rappelle que ce livre, Il était une fois sur 100, est publié aux éditions de la Découverte dans l'excellente collection Zone. Merci à vous pour votre écoute. Et merci aussi à Olivier Chedançon et à Arnaud Catherine pour cette invitation en chair et en os dans cette salle. Voilà, c'était vraiment très fraternel de leur part de m'inviter. Merci.
Mais une clope là-bas, dans le passage Molière, dans 3 minutes, dès que je me serai démaquillé.